Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ces 1er août, comme chaque année, des familles entières s'y sont rendues dans le cimetière pour honorer leurs morts. Mais au-delà du recueillement, beaucoup ont été frappés par l'état d'abandon des lieux. Les détails dans ce journal. Toujours à cette occasion, la fête de parents célébrée le 1er août, l'équipe de Géopolis Télévision est descendue sur le terrain pour interviewer ce qu'ils apprécient chez leurs parents et ce dont ils sont le plus fiers. Vous découvrez dans ce journal les réponses à ces questions. Et à l'international, un appui financier de 1,2 million de dollars a été alloué à la Côte d'Ivoire pour renforcer la digitalisation du secteur risicole ivoirien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Le 31 juillet 2025, à Kigali, la RDC et le Rwanda ont tenu la première réunion du comité conjoint des suivis de l'accord de paix signé en juin à Washington. Des observateurs internationaux, dont ceux des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine, étaient présents. Les détails avec Rosie Tueur. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en place des structures de suivi de l'accord. Les participants ont désigné leurs présidents respectifs du comité, adopté le terme des références pour les réunions futures et discuté de premiers éléments de mise en œuvre. Ils ont également préparé la première réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. Le comité conjoint de suivi est chargé d'examiner les plaintes relatives à d'éventuelles violations de l'accord, de proposer des mesures correctives et de faciliter les règlements amiables de différends. La RDC et le Rwanda ont remercié les partenaires internationaux pour leur appui, soulignant l'importance de leur rôle dans la conduite et le soutien du processus. Après l'UNIKIN, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec les étudiants de l'UNICIC ex-IFASIC ce jeudi 31 juillet. Objectif, parler du processus de paix, prêcher la paix, appeler le jeune à s'engager. Contrairement au rendez-vous avec les étudiants de l'université de Kinshasa le 23 juillet dernier, à l'UNICIC, le ministre de la Communication était accompagné de la ministre de la Jeunesse. Les deux membres du gouvernement ont exhorté les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la construction de la paix et d'être les relais du narratif congolais. Suivez. Patrick Mouyaya et Noéla Ayeganagato ont tenu la conférence de débat en mettant les jeunes devant leurs responsabilités dans la quête de la paix. Il s'agissait de rappeler aux jeunes leur rôle dans le processus de paix afin qu'ils s'y engagent. Car la pacification ne se fera pas sans les jeunes. A lancé Noéla Ayeganagato, la ministre a exhorté les jeunes à être les maillons centraux dans la pacification du Congo. Soyez les bâtisseurs vigilants de cette paix, les relais du narratif congolais. Votre rôle est central, vous êtes une force parce que vous êtes la majorité. Une exhortation renforcée par l'appel du porte-parole du gouvernement. Lui, l'ancien étudiant de l'IFASIC, a tenu à rappeler la genèse des conflits entre la RDC et le Rwanda. Ces conflits, responsables de près de 10 millions de morts en RDC, est parti d'une guerre civile suivie d'un massacre au Rwanda en 1994. L'horreur des tueries de masse avait poussé des milliers de réfugiés à fuir vers le Congo, alors Zaïre. À la demande de la communauté internationale, notre pays avait ouvert ses frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Malheureusement, la solidarité qui avait été demandée à notre pays à l'époque a été à l'origine des malheurs que nous connaissons aujourd'hui, a souligné Patrick Mouyaya. Le ministre a rappelé les enjeux de la guerre, notamment l'expansion du Rwanda et ses velléités d'épier les ressources naturelles de la RDC. Ces enjeux sont cachés sous le prétexte des FDLR, une ligne mensongère des autorités de Kigali que la RDC détricote.
a ajouté Mouyaya. Le porte-parole du gouvernement a appelé les jeunes à s'approprier le narratif congolais et à défendre la paix en comprenant le processus de paix signé entre le Rwanda et la RDC. C'est le 1er août aujourd'hui et comme chaque année, de familles entières se sont rendues dans les cimetières pour honorer leurs morts. Mais au-delà du recueillement, beaucoup ont été frappés par l'état d'abandon de lieux. Tombes ensevelies à l'air inexistante, ce qui devait être un moment de mémoire s'est transformé en cri d'alarme. Suivez. Dès l'aube, ils sont venus nombreux, portés par l'amour et les devoirs de mémoire. Des familles entières, unies dans le deuil, ont traversé la ville pour rejoindre ces lieux devenus sanctuaires. Sur place, nettoyage de tombes, coupe et brûlage des herbes avant le recueillement. Aujourd'hui, 1er août 2025, nous sommes là, les cimetières, pour commémorer la mémoire de notre tante qui est décédée depuis 2008. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de gens ici. Généralement, les gens qui viennent, ce ne sont pas des personnes qui sont peut-être mortes aujourd'hui, mais le 1er août, nous venons quand même commémorer tous ceux qui sont décédés, nous ont laissés, parce qu'on suppose qu'eux aussi, ils étaient comme nous. Mais en ces jours des souvenirs, l'émotion laisse place à la consternation. À la Gombe, les allées ont disparu. On marche des pierres tombales en pierre tombale pour retrouver le sien. Même le star repose désormais dans l'indignation. Leurs espaces, autrefois larges, ont été grignotés pour faire place à d'autres. À Kitambo, le constat est pire. Tombes à moitié enfouies, croix bancales, herbes foules, les cimetières semblent abandonnés. Certains n'y retrouvent même plus leurs proches. D'autres morts les ont remplacés. Apparemment, ici au Congo, nous n'avons pas de respect aux morts. Quand vous regardez le cimetière de Kitambo, vous n'avez même pas l'idée de ce qui est Kitambo aujourd'hui. Le cimetière de Kasavubu, je pense bien à l'époque, Mobutu avait même interdit l'ancien président de construire là-bas parce qu'il paraît que son père a été enterré là-bas. Vous arrivez ici à la Gombe, le cimetière de la Gombe, c'était la référence en fait. Un cimetière reconnu dans le monde. Vous allez voir que si vous regardez de ce côté, vous allez voir il y a des généraux européens qu'on a enterrés ici, il y a des officiers et même nous avons nos artistes, des grands artistes musiciens congolais qu'on a enterrés ici. Mais quand vous regardez l'état de cimetière de la Gombe, je me demande est-ce que réellement il y a une suivi des autorités. Ces lieux, censés offrir paix et recueillement, inspirent tristesse et colère. Un appel est lancé, entretenir les cimetières, c'est honorer ceux qui nous ont quittés. Car si les êtres chers disparaissent, leur souvenir, lui, doit rester vivant. Toujours dans ces dossiers autour des cimetières, une activité parallèle bat son plein. En marge du recueillement et des hommages aux défunts, le 1er août donne aussi lieu à une journée de commerce intense. Suivez ces reportages. 1000 francs les mots, 1000 francs. Fleurs, bougies, balais, seaux, tout s'achète. Majoritairement, des hommes et des femmes proposent leurs services aux familles venues honorer leurs morts. Nettoyage de tombes, embellissement ou simple accompagnement dans les allées du cimetière. Certains n'exercent cette activité que ponctuellement, à l'occasion de la fête de mort. D'autres, en revanche, en ont fait une occupation régulière, adaptée aux exigences spécifiques de cette journée. À côté de ces services liés directement aux tombes, d'autres commerçants investissent eux aussi l'intérieur même du cimetière. Leur objectif, vendre de la nourriture et des boissons aux visiteurs. Vin de palme, patates douces ou autres permettent aux familles de tenir toute la journée. Discrète, mais bien rodée,
Cette économie informelle renaît chaque année à la même date. Une organisation parallèle installée à l'ombre de tombes qui accompagne à sa manière les rituels du souvenir. En République démocratique du Congo, le 1er août est célébré comme la journée de parents, également appelée la fête de parents. C'est un jour dédié à l'hommage rendu aux parents et à la famille. Cette journée est l'occasion non seulement de célébrer le parent vivant, mais aussi de se recueillir sur le tombe de ceux qui sont décédés. À Kinshasa, chacun a vécu cette journée d'une manière particulière. Suivez. À propos de la fête, comme vous le dites, je suis orphelin, je vous le rappelle, comme plusieurs d'ailleurs. On remercie bien sûr les parents de nous avoir donné la vie. Bien sûr, c'est Dieu qui nous donne la vie, mais en tout cas, c'est par les parents que nous l'avons obtenu. Bien que morts, en tout cas, je les souhaite tous les biens partout où ils sont. Pour ce qui me concerne, les enfants m'en ont souhaité. Mais mon épouse aussi me l'a souhaité, moi aussi j'ai retourné. Nous avons pensé à nos parents qui sont déjà partis, ils sont dans l'au-delà. En me réveillant ce matin, j'ai vu 2 de mes filles me souhaiter une bonne journée. Mais il n'y a pas moyen de pouvoir fêter, nous sommes fonctionnaires de l'État, nous attendons la paix. Moi personnellement, je ne suis pas de parents, je ne suis pas de parents en vie, mes parents sont morts. Je n'ai pas de parents, mais cela ne veut pas dire qu'on les abandonne, non. Personnellement, moi je viens d'abord du travail. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir mes parents. Là, on est allé leur laisser au cimetière. Et c'est aussi un problème de moyens pour se déplacer. Aller voir ces parents-là, il faut avoir les moyens. Bon, les paix que j'ai, je préfère nourrir ceux qui sont en vie que j'aille là-bas. Parce que maintenant, je n'ai pas l'argent pour aller voir mes parents. Toujours à cette occasion de la fête de parents célébrée ce 1er août, l'équipe de Géopolis Télévision est descendue sur le terrain pour interviewer quelques enfants sur ce qu'ils apprécient, le plus chez leurs parents et ce dont ils sont le plus fiers. Découvrez les réponses à ces questions et à bien d'autres dans ces reportages des Gigi Nende. Chaque 1er août, la fête des parents est l'occasion pour les enfants de dire merci. Cette année, leurs témoignages révèlent ce qu'ils apprécient le plus, un amour inconditionnel, une écoute attentive et des gestes qui marquent. Bon, ce que moi j'aime le plus chez mes parents, c'est leur façon de vivre avec nos parents. On peut rire et on passe vraiment des bons moments avec eux. Et ce que j'aime le plus chez eux aussi, c'est qu'ils nous démontrent leur amour en nous soutenant, en priant pour nous. Ils expriment aussi leur reconnaissance pour les leçons de vie transmises, notamment le respect et les bonnes manières. Si je devrais dire merci à mes parents pour quelque chose, je répondrai à 2 volets. Premièrement, c'est pour leur amour. Mes parents sont des gens qui m'ont montré vraiment leur amour. Ils ont cru en moi, dans tout ce que je faisais depuis que j'étais tout petit. Ils m'ont vraiment montré leur amour. C'était vraiment à cœur ouvert tout ce qu'ils étaient en train de faire pour moi. Leur bienfait dans ma vie m'a fait énormément du bien. Alors, je dois dire infiniment merci pour cela. Deuxièmement, c'est pour le chemin de l'école. J'ai commencé l'école maternelle, primaire ainsi que secondaire. Si aujourd'hui j'arrive à parler devant les gens, j'arrive à bien lire, écrire, compter, c'est le chemin de l'école que m'ont appris mes parents et je leur dis un grand merci pour cela. Beaucoup perçoivent les attentes de leurs parents, les voir réussir, s'épanouir et devenir des bonnes personnes. Ce que les parents attendent de leurs enfants, c'est que leurs enfants réussissent à l'école, qu'ils soient utiles dans la société. En ce jour symbolique, les enfants rappellent avec force l'importance des liens familiaux et des valeurs qu'on se transmet de génération en génération. Une brève dans ces journaux, clôture du colloque international sur la reconnaissance des génocides en RDC en présence de la représentante spéciale du chef de l'État pour l'occasion, Marie-Thérèse Safi-Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie a été marquée par le mot du comité scientifique, la lecture du rapport de synthèse et la conclusion générale du colloque. Elle s'est clôturée par les vernissages officiels de l'ouvrage Politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, réalisé par le comité scientifique de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et présenté par Anthony Kinzo, directeur de cabinet du chef de l'État.
Un moment fort symbole d'un engagement renouvelé en faveur de la vérité et de la mémoire et de la réparation. Changeons de chapitre à présent, à moins de 4 mois de la 30e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP30, prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil. La RDC a présenté jeudi 31 juillet sa feuille de route pour rendez-vous mondial. Il s'agit pour le gouvernement congolais de veiller sur 2 priorités qui sont la création d'un fonds perpétuel dédié aux forêts tropicales et à la mise en place de mécanismes de paiement pour les services environnementaux. Suivez. Lors de cette rencontre tenue au Centre culturel de Kinshasa, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba Massoudi, n'est pas allée par 4 chemins. Au-delà de la création d'un fonds spécial dédié aux forêts tropicales et la mise en place du mécanisme de paiement pour les services environnementaux, le gouvernement congolais préconise l'installation d'un centre spécialisé sur le marché du carbone et les engagements dits 20 ans. En outre, la RDC entend consolider son alliance stratégique avec le Brésil et l'Indonésie, les 3 pays formant un bloc majeur de forêts tropicales mondiales. Parmi les propositions phares, le paiement pour les services environnementaux se veut une alternative complémentaire au marché carbone qui, lui, se concentre principalement sur les zones menacées par la déforestation ou d'autres risques écologiques, alors que le PSE lui permet d'agir même dans les zones où il n'y a pas de danger immédiat, a expliqué le ministre de l'Environnement. Ce mécanisme consistera à financer directement les communautés locales pour leurs efforts de conservation, y compris dans des zones forestières intactes, et pour le gouvernement de la RDC, une population qui protège sa forêt, conserve une rivière ou protège des activités respectueuses de l'écosystème. Il est possible de mesurer ces efforts et les rémunérer directement, permettant à coup sûr de simplifier la gestion et de favoriser l'adhésion, estime le ministre de l'Environnement. À quelques mois de la tenue de cette conférence mondiale, le gouvernement souhaite que la délégation congolaise parle d'une même voix à Belém, d'où l'invitation lancée aux administrations, aux experts, aux organisations non gouvernementales et aux partenaires au développement à s'investir pleinement dans la préparation. La COP30 devrait marquer une étape décisive pour l'action climatique et les négociations porteront notamment sur le renforcement des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la justice climatique, la protection des forêts tropicales et la défense des droits des communautés autochtones. Pour la RDC qui détient la 2e plus grande forêt tropicale du monde, la question du financement durable reste au cœur du débat. En défendant le principe du PSE et la création d'un fonds perpétuel, Kinshasa espère contribuer à un cadre plus équitable et plus efficace de lutte contre le réchauffement climatique, tout en valorisant son rôle stratégique comme pays solution dans la gouvernance environnementale mondiale. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où un appui financier de 1,2 million de dollars a été alloué à la Côte d'Ivoire pour renforcer la digitalisation du secteur risicole ivoirien. Information rendue publique le 29 juillet lors d'une réunion entre Joseph Niema, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire, et le ministère ivoirien de l'Agriculture. Rosie Tuyo nous en dit plus. Dans le but de moderniser sa filière risicole, la Côte d'Ivoire a obtenu le 29 juillet 2025 un appui financier d'1,2 million de dollars américains, soit environ 690 millions de francs CFA. Ces financements octroyés par le gouvernement japonais visent à soutenir la digitalisation du secteur risicole ivoirien. L'annonce a été faite par Joseph Niema, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les riz est un aliment de base très apprécié en Côte d'Ivoire, avec une consommation moyenne estimée à 84 kg par habitant et par an. Cette consommation a connu une augmentation de 20% au cours de 10 dernières années.
Pourtant, la production locale reste insuffisante. Elle était estimée à 1,55 million de tonnes en 2024, loin de besoins réels évalués entre 2,5 et 2,8 millions de tonnes selon l'USDA et la FAO. Deuxième importateur de riz en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, la Côte d'Ivoire a importé 1,6 million de tonnes en 2023 pour une valeur de plus de 722 millions de dollars. D'un pays à un autre, en plantant 700 millions d'arbres en une seule journée, l'Éthiopie signe un exploit inédit dans le cadre de son programme Reboisement Héritage Vert. Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, cette initiative vise à restaurer les écosystèmes et à faire face aux défis du changement climatique tout en mobilisant une large adhésion nationale et internationale. Une fois de plus, Rositueux. C'est un record pour l'Éthiopie. Le pays a annoncé avoir planté 700 millions d'arbres en une seule journée dans le cadre de son ambition pour programme de reboisement. L'initiative de l'héritage vert lancée en 2019 par le Premier ministre Abiy Ahmed. Plus qu'une campagne ponctuelle, ce projet est devenu un véritable mouvement national avec l'objectif ambitieux de planter 48 milliards d'arbres d'ici la fin de la saison de pluie. Un effort colossal pour restaurer les écosystèmes, lutter contre la déforestation et répondre aux défis du changement climatique. Cette initiative a attiré l'attention de la communauté internationale. Des chefs d'État, diplomates et dirigeants étrangers ont participé aux plantations cette semaine à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire. Parmi eux, la première ministre italienne Giorgia Meloni, les présidents kenyans William Ruto et les présidents somaliens Hassan Sheikh Mohamud. Les mots d'ordre de cette édition étaient la renaissance par la plantation, un message fort, alors que l'Éthiopie, comme de nombreux pays africains, fait face à l'érosion des sols, à des pluies irrégulières et à une perte accélérée de biodiversité. Avec l'héritage vert, l'Éthiopie espère devenir un modèle mondial de restauration écologique à grande échelle. Une autre manière de vous informer, mesdames, messieurs, c'est à travers les différents journaux parus ces 1er août dans la ville-province de Kinshasa. Place à présent à cette revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Forum de Zas ouvre la marche avec un procès devenu emblématique de la lutte contre la corruption d'État en République démocratique du Congo. L'affaire Frivao prend un tournant décisif. Les audiences révèlent l'existence des décisions clés signées de la main même de l'inspecteur général de finances qui aurait ouvert la voie à un détournement structuré des fonds publics. Face à ces révélations, commente le confrère, la justice congolaise se trouve à la croisée des chemins. Maintenir l'impunité d'un État prédateur ou rétablir la primauté de la loi. Il n'y aura pas de dilatoire pour Mutamba, avertit le journal. La Cour de cassation a tranché, pas de suspension de l'instruction dans le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Les manœuvres procédurales de la défense ont échoué. Le dilatoire a fait flop. Changement de décor avec le Nouvel Observateur, où l'on parle aussi de vérité mais à travers l'art. Semilas de Kivu, un court-métrage documentaire de l'Espagnol Nestor Lopez, présenté à la résidence d'Espagne à Kinshasa, met en lumière les cicatrices invisibles laissées par les violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Récompensé du prix Goya 2025 du meilleur court-métrage documentaire du cinéma espagnol, ces films donnent la parole aux femmes longtemps réduites au silence. L'ambassadrice Maria del Carmen Diez Orejas a salué un travail qui enlève la carapace de la souffrance pour laisser place à la vie. La RDC en quête de transformation, c'est aussi ce que met en avant Géopolis Hebdo. Ce journal nous transporte dans les coulisses diplomatique de la 8e réunion des ministres de la CIRGL à Kinshasa, un sommet où les ressources naturelles sont au cœur d'une bataille stratégique. Kizito Pakabomba, ministre congolais des Mines, a plaidé pour le renforcement du mécanisme régional de certification afin de tarir les circuits illicites. Dans le même numéro de Géopolis Hebdo, on perçoit un autre axe de cette transformation en cours, l'attractivité économique. L'ANAPI a reçu la visite de l'ambassadrice de Belgique, Roxane de Bilderling,
Au cœur de l'échange, l'amélioration du climat des affaires en RDC et la stimulation des investissements directs étrangers. La Belgique affiche son soutien. Rachel Pungu, directrice générale de l'agence, insiste sur le rôle stratégique de l'ANAPI dans l'accompagnement des investisseurs. Fin de cette revue de presse. Bon début de week-end chez vous. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle le principal titre de cette édition. Ces 1er août, comme chaque année, de familles entières se sont rendues dans les cimetières pour honorer leurs morts. Mais au-delà du recueillement, beaucoup ont été frappés par l'état d'abandon des lieux. Et puis, à l'occasion de la fête de parents célébrée le 1er août, l'équipe de Géopolis Télévision est descendue sur terrain pour interviewer ce qu'ils apprécient le plus chez leurs parents et ce dont ils sont le plus fiers. Vous avez écouté les réponses dans ces journaux. Et à l'international, un appui financier de 1,2 million de dollars a été alloué à la Côte d'Ivoire pour renforcer la digitalisation du secteur risicole ivoirien. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.